Le monde qui bouge, l'interview. Focus ce matin sur la question kurde. Il y a 15 jours, le fondateur et chef historique du PKK a appelé à mettre fin au mouvement après 40 ans de lutte armée, une guerre qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Bonjour Sabri Sigerli, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes spécialiste de la question kurde. Est-ce qu'on est aujourd'hui au début d'un processus de paix ? On peut dire ça, mais on n'est pas vraiment, parce qu'après les déclarations unilatérales de M. Öcalan, on attend les réponses ou les actes de gouvernement. À ce jour-ci, on n'a pas aucune déclaration ni proposition du gouvernement. On reste toujours sur les déclarations unilatérales de M. Öcalan qui a ordonné que son parti, le PKK, soit dissous et que la lutte armée est finie, qu'il y a un cessez-le-feu à partir du jour qu'il a fait la déclaration. Ce qui est quand même un pivot historique. C'est historique, mais ce n'est pas la première fois. Déjà en 2013, entre 2013 et 2015, il y a eu le même processus entre justement M. Öcalan et toujours président de la République, M. Erdogan, mais ça n'a pas abouti. C'était le même processus. Mais cette fois-ci, on pense que c'est encore plus sérieux parce que de leur côté, M. Erdogan a besoin M. Öcalan, et puis il a besoin d'un parti politique kurde, le DEM, qui s'appelle DEM, parce que M. Erdogan, il veut être président de la République pour 3e fois. D'accord. Donc il est dans son 2e mandat, et pour ça, il a besoin de voix, soit par le référendum, soit par l'aide de partis politiques kurde, pro-kurde si vous voulez, parce que M. Erdogan, avec son allié qui est au gouvernement actuellement, ils n'ont pas 400 députés. Alors avec le parti politique, les députés de partis politiques kurdes, ils complètement... Donc il a besoin de la paix en fait. Exactement, pour changer la Constitution. Parce que pour changer la Constitution, M. Erdogan, il exige, il veut, il souhaite devenir encore une fois président de la République. Caroline. Donc on comprend bien ce que Erdogan a gagné sur le plan politique. Qu'est-ce que le PKK a gagné, parce que dans sa lettre, le fondateur du PKK récuse toute perspective d'indépendance kurde, toute perspective d'autonomie même administrative. Oui. Pourquoi alors accepter de rendre les armes ? Ils sont perdants ? Oui, si vous voulez, oui, c'est perdant, mais bon, il a plusieurs raisons. Parce que moi, je pense, pour moi, la déclaration de M. Öcalan, ce n'est pas une déclaration isolée. C'est plutôt, on peut dire, une déclaration collégiale qu'on ne le sait pas exactement. Parce que M. Öcalan, il sait aussi que PKK est affaibli. Les combattants du PKK qui ne sont pas aussi attaquants, si vous voulez, qui étaient il y a 15 ans, 20 ans. Donc, depuis surtout la démocratisation des drones. Parce qu'avec les drones, les combattants de PKK, ils sont vraiment chassés un peu partout. Deuxièmement, c'est le PKK qui est considéré comme une organisation terroriste depuis 1992 par l'Union européenne, par les États-Unis. Donc, en tant que parti politique, si vous voulez, ou en tant qu'une organisation, PKK, il ne peut pas mener une activité politique, y compris culturelle non plus. Il y a une troisième chose, M. Öcalan aussi, comme tous les femmes et hommes qui sont emprisonné, il ne veut pas rester toute sa vie en prison. Donc, il veut saisir cette opportunité, et c'est pourquoi on pense, surtout ses supporters, ses anciens amis de Öcalan pensent que cette fois-ci, c'est pour le bon, et ils vont changer la Constitution, mais en supprimant certains articles qui sont contre les Kurdes, contre la reconnaissance de l'identité kurde. Justement, les Kurdes, il y en a 40 millions écartelés entre la Turquie, la Syrie, l'Irak.
l'Iran. On a évidemment parlé de la Syrie ce matin avec les massacres des Alaouis. Quel avenir pour cette population kurde écartelée entre différents pays? Ben voilà, justement, pour moi, les Kurdes sont des oubliés de l'histoire. Alors, il y a une adage chez les Kurdes, on dit que les Kurdes n'ont pas d'amis. Alors que c'est vrai, on croyait ça. Mais on disait qu'il y a un seul ami, c'est les montagnes des Kurdistan qui sont des amis des Kurdes. Mais après, si vous voulez, parce que les Kurdes, les combattants et les combattantes kurdes, justement, ont lutté contre Daesh pour justement empêcher l'extension de l'État islamique en Irak et en Iran. Alors, c'est pourquoi les Kurdes ont participé activement à la stabilisation et à la sécurité de pays européens, y compris la France. Mais actuellement, les Kurdes sont abandonnés. Vous voyez, en Syrie, justement, il y a au moins 8000 combattants kurdes, combattants Daesh, de l'État islamique, et puis 30 000 de leurs familles, leurs enfants, emprisonnés en Kurdistan de Syrie, au Java. Alors, si les Kurdes ouvrent les portes, est-ce qu'on peut faire facilement une émission de télé ici? Non. On sait ce qui se passe avec des djihadistes. Donc, les Kurdes, votre question était quel est l'avenir? L'avenir des Kurdes, actuellement, par exemple, il y a en Syrie, il y a une entité kurde là-bas. Les Kurdes contrôlent depuis 2011, après le printemps arabe, une zone, mais aujourd'hui, depuis surtout le régime Damas qui est en place depuis un mois, et il y a des attaques de djihadistes contre ces Turcs, ces Kurdes, et puis les Kurdes sont seuls. Ils ne sont pas soutenus par l'Occident. Merci beaucoup Sabri Sigerli d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.